Un terroir, c'est ce qui définit, je pense, l'identité d'un lieu. Et donc cette identité, elle répond à plusieurs facteurs qui sont historiques, géographiques et climatiques. Géographique, c'est le sol, le sous-sol d'un lieu, son emplacement aussi sur le territoire, au nord, au sud, qui est plutôt soumis au climat océanique, aux climats continentaux. Et historique aussi, c'est très important, il ne faut pas oublier dans le terroir la place de l'homme. Et historique, c'est les accidents de l'histoire, heureux ou malheureux, qui ont fait prendre des choix à l'homme et orienter ses décisions et qui ont fait qu'ils ont travaillé leur terroir, leur sol de telle ou telle manière. Donc géographique, historique et climatique, c'est une zone de pluie, une zone de chaleur. Ça joue effectivement sur le caractère après de produit que va donner ce terroir, donc ça définit le terroir. C'est complètement un élément terroir. Je vois la Loire, je me suis pas mal baladé au fil de la Loire, de l'Auvergne à Nantes. Ça forme qu'une seule région viticole, la région des vignobles de la Loire. Des monts d'Auvergne à Nantes. Bon, si on connaît un peu le territoire français, on voit tous les paysages qu'on peut traverser et que on va d'une grande variété de terroirs et de paysages de l'Auvergne à Nantes. Alors effectivement, ce vignoble d'un grand tenant, mais d'un seul tenant, vignoble de la Loire, est cohérent, et cette cohérence est donnée par le fleuve, parce que le fleuve donne une vraie identité commune à tous les vins des vignobles de la Loire. Je pense que la richesse des territoires, des terroirs, se trouve partout dans le monde. Maintenant, il faut des hommes qui soient capables de le révéler, ce terroir. Mais c'est vrai qu'en France, on voit la diversité des territoires que l'on a. J'ai quelqu'un que j'ai pu rencontrer qui m'intéresse beaucoup, un jeune de mon âge qui s'appelle Antoine, c'est Antoine Explore la France, et qui s'est amusé, je le cite parce que c'est intéressant ce qu'il fait, il voyage dans toute la France, et quand il est interviewé, il dit « j'ai pu voyager dans le monde entier en France, j'ai pu aller dans le Colorado, je crois, en Provence, j'ai pu aller en Laponie, dans les Vosges, etc. etc. » Parce que c'est vrai qu'on a une diversité de territoires où parfois on voit des cartes postales, on pourrait s'y tromper, on pourrait être effectivement ailleurs, mais en fait non, on est en France et c'est complètement français. Bon, là on est sur le paysage, pour venir après sur la richesse du terroir, c'est vrai qu'on a une variété de sols et de sous-sols très riches. Bon, je pense du coup que ce n'est pas que typiquement français, c'est vrai qu'on a une très très grande variété. Et ensuite, pour parler du sujet qui m'intéresse, le vin, on a eu toute la période monastique qui ont su révéler tout leur travail qu'ils ont fait pour révéler les terroirs. C'est pour ça, par exemple, si on prend la Bourgogne, on a morcelé ça en plusieurs parcelles, c'est vraiment du parcellaire. Là-bas, on appelle ça des climats. D'ailleurs, c'est très marrant. Du coup, on voit bien, ce mot-là n'est pas anodin, mais ça a été révélé par les moines qui ont donné des noms de lieux-dits et des différents climats, des différentes parcelles, parfois à 150 mètres, parce qu'elles ont des typicités différentes. Donc là, on arrive dans la précision, on n'est pas encore dans l'infiniment petit, mais on a vraiment zoomé sur un territoire. Si on prend plus large, effectivement, la France aussi bénéficie d'une grande variété de territoires. J'ai un peu répondu en disant que le climat influençait le vin, effectivement, qu'on soit sur la côte atlantique ou qu'on soit en Bourgogne ou en Champagne, dans quelque chose de plus continental, où pareil, on a deux Rhônes, on a le Rhône méridional et le Rhône septentrional. C'est bien parce que le climat est différent, les vents sont parfois pas les mêmes. Le vent, par exemple, influence beaucoup un vin, enfin le vent, mais plusieurs facteurs, mais en tout cas le climat. Si je prends par exemple le Sauterne, on fait du Sauterne là-bas, parce qu'il y a en bas de la vallée, il y a le Céron qui passe, une toute petite rivière. Et en automne, avec l'évaporation de l'eau, et puis un certain vent, va amener cette humidité dans les vignes et va se développer comme ça le champignon, le botrytis, qui va permettre une maturité, qui va permettre de concentrer le raisin en le pourrissant et donc donner ces jus très sucrés qui va donner un vin liquoreux. Et ça, on l'a grâce au céron, grâce à l'humidité, grâce au vent qui va permettre de venir apporter toute cette humidité. Donc,
Mais on a en France plusieurs types de sols, les sols de grands bassins, le bassin parisien, le bassin aquitain. On a des sols de rebord de montagne, et puis bien d'autres. Mais si je peux prendre une région, ma région, celle où j'habite, avec un exemple qui peut très bien illustrer ça, et comment le sol impacte la nature du vin. On a à Angers, il y a donc dans le vignoble d'Anjou, il y a l'Anjou noir avec ce sol de schiste, en fait, qui est la plaine formée à la fin de ce massif armoricain. Il y a très longtemps, des milliers et des milliers d'années, le massif armoricain était un vrai massif. Bon, maintenant c'est une pénéplaine, mais on a toujours ce schiste qui vient de cette roche-là, donc qui est l'ardoise, hein, est une sorte de schiste. Donc ça c'est l'Anjou noir à l'ouest d'Angers, et à l'est d'Angers on a l'Anjou blanc, donc c'est du calcaire, c'est du tuffeau, c'est une sorte de calcaire, c'est de la craie, donc c'est un calcaire assez friable, hein, on voit bien la craie comment c'est, et donc ça c'est le bassin parisien, donc c'est les deux qui se rencontrent. C'est marrant d'ailleurs de voir le château d'Angers qui illustre parfaitement ce caractère de l'Anjou noir et de l'Anjou blanc. Si on regarde le château d'Angers, il y a des strates de schiste et des empilements de calcaire, ce qui fait le bleu-noir, blanc, bleu-noir, blanc. Et donc c'est très intéressant. Et donc le château parle de son terroir. Et le schiste est vous voyez, une ardoise, ça se casse en deux. C'est aussi friable, mais donc ça se casse net en deux. Et la racine a besoin d'aller puiser très profondément dans le sol pour aller se nourrir. Donc elle pénètre comme ça dans le schiste de manière qui est une roche très solide. La vigne doit souffrir aussi pour être bien. Et le marbre qui est un peu plus, le tuffeau qui est un peu plus friable, mais qui permet aussi à la racine de devenir très profondément, et qui fait de la rétention d'eau. Donc quand il fait sec, c'est intéressant d'avoir cette réserve d'eau dans les tufs. Donc ça donne des profils de vin, le schiste ou le tuffeau, ça donne des profils de vin complètement différents, mais très intéressants. Un cépage, c'est une variété. Alors, je ne suis encore pas chimiste, désolé, mais c'est une variété, donc je pense que tout le monde peut comprendre ce que c'est qu'une variété, parce qu'on mange tous des pommes, et que la Pinky, la Golden, tout ça, quoi, il y a plein de variétés, donc c'est exactement pareil pour les cépages, en fait, pour le vin, nous on dit cépage. Voilà, et comment ils ont été choisis, ça c'est de l'empirisme, c'est les hommes, à fur et à mesure de travail, ont pu sélectionner les meilleurs plants, les plus adaptés à leur endroit aussi, et c'est comme ça qu'on a... Mais donc par empirisme aussi, puis il y a des événements aussi historiques qui expliquent la sélection de tel ou tel cépage, c'est aussi intéressant. Il faut se rendre dans les domaines, dans les vignobles, poser des questions, comprendre pourquoi, mais tout ça s'explique. Ouais. Puis des cépages qui sont qui supportent mieux la chaleur, d'autres non, d'autres qui sont plus résistants au froid, donc voilà, tout ceci explique. Oui, ça s'est transmis de génération en génération, et puis ils avaient le temps, les moines, donc ils travaillaient pas pour un but totalement lucratif, où ils avaient telle ou telle échéance et fallait agir vite. Ils avaient le temps, et je crois que leur métier, c'était pas de faire du vin. Ils sont moines, c'est de faire la charité, de donner à boire à celui qui vient pour le bien de la liturgie, etc. Alors, beaucoup d'abbayes en ont fait commerce et sont devenus très riches. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de révolutions dans les ordres monastiques pour parfois revenir à la règle un peu plus stricte. Mais je crois qu'au départ, leur motivation, c'est une quête. Hein. Le moine, je pense, est en quête aussi dans sa foi, dans son sacerdoce. Et quand il travaille aussi à la gloire de quelque chose qui est au-dessus de lui, à la gloire de Dieu, et il a le temps pour ça. Et donc, je pense qu'il prend le temps de regarder autour de lui, de comprendre et de pousser au mieux son travail. C'est ce qui a permis justement cette richesse dont on hérite aujourd'hui. La vallée de la Loire, c'est la vallée des rois, et finalement un des vignobles les plus proches de Paris. Bien qu'à cette époque, il y avait des vignobles autour de Paris, mais c'est vrai que les vins de Loire étaient prisés des rois.
Et quand je dis de vin noir, oui, parce que jusqu'en Auvergne aussi, hein, le vin auvergnat 5% a été très très prisé des vins noirs. On est à côté du Bourbonnais. Hein. Mais ce sont les vins noirs, ça a été très prisé des rois. Mais la monarchie et le pouvoir a beaucoup joué, mais partout en France, sur les vins que l'on pouvait faire. Et des décisions parfois donc de loi. Pareil, après, avant d'arriver à Nantes, quand on quitte l'Anjou, il y a un grand était lieu de la taxe, de l'octroi. Et donc on arrivait en Bretagne, et donc il fallait les produits payer une taxe qui était au volume. Quand la Bretagne s'est rattachée à la France, on a gardé cet octroi. Et on taxait les vins au volume. Donc c'est ce qui a expliqué que les vins d'Anjou, donc avant de passer à la taxe, ont été obligés à faire un vin de qualité. Peut-être moins de volume, mais de qualité pour être vendu après quand ils arrivaient au port de Nantes, vendus par les Hollandais dans le nord de l'Europe. Il fallait comme ils étaient plus chers par la taxe, il fallait qu'ils soient supérieurs en qualité. C'est pour ça qu'on a le Chenin avant Ingrande, dans la vallée de la Loire, et qu'après, à Nantes, on est sur le Gros Plan et le Melon de Bourgogne, qui sont eux aussi des très grands cépages. Hein. Faut pas, je tiens à dire, surtout que je suis très attaché au muscadet, mais c'est vrai que pendant une période, le muscadet, on a fait beaucoup de volume. Maintenant, il y a un vrai changement, mais ça depuis maintenant de nombreuses années. On fait des grands vins de qualité en muscadet, mais avant, il y a une recherche de qualité, je pense, donc en Anjou, qui date depuis plus longtemps, parce qu'ils étaient obligés. Donc ça, c'est un élément historique qui est dû à une taxe. Donc c'est assez marrant. Alors le muscadet, je vais parler après le phylloxéra. Donc le phylloxéra qui a détruit cette petite bête qui a détruit la vigne par les racines. Donc je vais parler après de cette époque-là, c'est que dans le muscadet, les années 70, 80, bon, la vigne, on dit faire pisser la vigne, quoi. On faisait beaucoup, surtout avec le Gros Plan, le Melon de Bourgogne, faire beaucoup de volume pour un vin sur lequel on ne fait pas forcément attention à la qualité, et donc pour ça, ça a pu être décrié, même s'il y a toujours eu des bons vignerons dans le muscadet, ça c'est certain, mais depuis quelques années, il y a un vrai retour à des vins très très qualitatifs. L'explication, je crois que c'est la volonté de l'homme à vouloir faire quelque chose de bien, de nouvelles générations de vignerons qui arrivent. Je ne vais pas en citer parce que sinon il faudrait que j'en cite beaucoup, mais il faut aller dans le vignoble, il faut aller goûter. Et donc oui, vouloir faire mieux, et sachant qu'ils avaient un cépage, le Melon de Bourgogne, qui est un très grand cépage capable de faire de très grands vins sur un territoire à Nantes qui est une variété là, de sol et de sous-sol, hein, de très schiste, mais il y a aussi du granit. Puis alors après, il y a plein de noms de veines dans ce vignoble, de différentes roches, qui fait que là aussi, on peut s'amuser sur du parcellaire et sur un seul cépage, le Melon de Bourgogne, faire des vins complètement différents. Et comment ils ont fait pour qu'aujourd'hui ils soient reconnus, parce qu'aujourd'hui, hein, c'est reconnu, hein, dans les restos parisiens, dans les cavistes, du muscadet on en trouve, et du très bon. On le sait aujourd'hui que c'est un très grand vin, qui tutoie parmi les plus grands vins blancs au monde, je le crois très fermement. Même on posait la question à un sommelier américain qui est un Master of Wine, donc le top du top de la sommellerie. On lui demandait quel est votre vin préféré, il réfléchit quelques instants et il dit le muscadet. Un sommelier américain, donc c'est assez sympa. Aujourd'hui, oui, le muscadet est très réputé, il faut y aller, il faut aller goûter, et c'est un cépage qui vieillit très très bien, qui a une belle acidité, qui a une belle fraîcheur, qui le garde pendant de nombreuses années. Moi, j'ai dégusté des muscadets de 30 ans, j'étais étonné de savoir qu'ils avaient après 30 ans, parce que c'était encore très frais et c'était excellent. Alors moi, ça me plaît parce que là, justement, je suis pas géographe, je suis pas chimiste, mais je suis un peu plus dans le marketing et la communication du vin. Donc c'est très intéressant, ça me plaît beaucoup. Où sont les fleurs de lys? Sur les bouteilles d'Anjou, les bouteilles sérigraphiées qui sont dues à une appellation, on a des fleurs de lys, mais justement, la modernité du marketing les fait effacer, non pas par perte d'identité ou pas, hein, c'est juste qu'on aime la bouteille bordelaise, bourguignonne, grosse et lourde. Bon, ça c'est la bouteille, mais sur l'étiquette, revenons à l'étiquette. La pauvreté des étiquettes. Quand vous dites la pauvreté des étiquettes, c'est le minimalisme des étiquettes ou c'est... ok. Alors peut-être qu'on va pas être d'accord. Parce que moi j'aime bien le minimalisme sur certaines étiquettes. En fait, une étiquette, il faut qu'elle soit lisible. Et il faut surtout que l'on comprenne où on va.
je pense, on sache, on identifie quelque chose. Si le choix du minimalisme est justifié et on le comprend, j'ai aucun problème. Si après on parle de choses trop farfelues, bon, pourquoi pas. Après, moi j'aime me dire que tout est possible, il faut que ce soit riche, c'est bien que tout puisse exister. Sur des vins légers, un peu, on peut dire un peu rock'n'roll, un peu voilà, sans soufre, etc. Nature, très léger, qui se boivent jeunes, l'été, un rouge un peu frais. S'amuser sur une étiquette ou un peu décalée, un peu marrante, d'un âne qui boit un tonneau, je sais pas, je dis n'importe quoi, pourquoi pas, moi ça me fait rire, c'est très bien. Je connais aussi des étiquettes minimalistes où c'est vraiment très sobre et il y a juste des traits, mais en fait ces traits font la forme de la parcelle. De la parcelle de vigne sur lequel vient la bouteille. Je trouve ça intéressant. C'est pas mal, avec parfois juste le nom du point de géolocalisation, du point satellite. Bon, ça peut être intéressant, ça définit un lieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai un peu plus de mal avec l'étiquette très lourde, les liserés autour de l'étiquette, effectivement, peut-être beaucoup de fleurs d'hélice, un gros château au milieu, 3 styles différents d'écriture. Je trouve ça un peu lourd. Mais il faut essayer de s'inventer, de se réinventer. Ça peut être une peinture, ça peut être beaucoup de choses. Bon. Ouais, non, mais ça peut être un problème, c'est vrai. Après, vous voyez, puis tu me connais, donc j'ai absolument rien contre la fleur de lys, bien au contraire. Mais c'est vrai que peut-être la fleur de lys qui devient du coup un élément commercial qui est présent sur toutes les étiquettes, il y a peut-être une volonté chez les vignerons parfois de se différencier de son voisin, de se mettre en valeur par autre chose, mais on peut... tu couperas si tu veux pas, mais on peut faire un jeu, je peux te prendre 3 bouteilles et me dire, toi, ce que tu vois.